menu de ce journal, majorité et opposition politique burkinabé, une fois de plus autour d'une même table. Après près de 3 mois de suspension, le dialogue politique a donc repris ce matin. La sécurité et la réconciliation nationale seront au centre de ce dialogue politique. Vous aurez les précisions en début de ce journal. Bientôt, la rentrée scolaire et les parents d'élèves sont préoccupés à trouver des fournitures scolaires pour leurs enfants. À Fadangourma, les fournitures scolaires coûtent cher. Des hausses de prix qui varient de 25 à 250 francs CFA. Constat à suivre dans les librairies de Fadangourma avec notre correspondant sur place. Dans le cadre du prix africain de développement, PADEV, organisé par la Fondation 225 et qui récompense les personnalités qui se sont distinguées dans plusieurs domaines, des ressortissants ouest-africains apprécient le développement de la ville de Kigali au Rwanda. Notre envoyé spécial Sibli Nakelse les a interrogés. Vous les entendrez dans ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Reprise du dialogue politique ce matin à Kosiam. En effet, opposition et majorité se sont retrouvés autour d'une table après environ 3 mois de suspension. Durant donc 2 jours, majorité et opposition politique vont aborder plusieurs questions dont la sécurité et la réconciliation nationale. Les co-présidents du dialogue politique Vincent Dabilgou et Eddie Komboigo se réjouissent de cette reprise. Écoutons-les au micro de Issa Oumara Atié et Gisèle Zungrana. Alors nous sommes venus pour discuter dans l'intérêt supérieur de la nation et vous aurez les résultats d'ici demain. Ne vous en faites pas. Nous devons nous réjouir donc, dans ce pays, notre capacité à dialoguer ensemble est établie. Je pense que c'est aussi un peu ce que le président du Faso a toujours donné comme orientation. Et je pense que nous devons nous réjouir que le CFOP, l'opposition, dans le processus du traitement des grandes questions du pays, ils ont trouvé que les revendications qu'ils avaient posées pour reprendre le dialogue, je pense qu'ils croient que nous avons essayé d'aller dans le sens d'une certaine forme de résolution des points qui étaient donc en discussion. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir que dans notre pays, la capacité de dialogue, la capacité de travailler ensemble revienne comme étant un ciment, une sorte donc de nécessité pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Et donc je voudrais, au nom de la majorité, en tout cas saluer cette volonté affichée de l'opposition de revenir à la table du dialogue. Et nous avons des points essentiels pour continuer à construire notre pays et continuer à construire notre démocratie. Et je pense que nous allons aboutir, à de bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. La question de la sécurité, on ne fait pas des propositions à quelqu'un. C'est une question nationale que nous devons convoquer ensemble et pouvoir traiter cette question-là avec l'ensemble des Burkinabés. C'est vrai que les forces de défense de la sécurité et les VDP sont en première ligne, mais la nation, l'ensemble donc des populations, chacun de nous est interpellé. Et donc nous pensons que la façon dont le président du Faso oriente ces questions-là, c'est ça même je pense qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes capables de reprendre le dialogue ensemble. Et je suis persuadé que nous allons trouver des solutions de sécurité pour notre pays. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a un nouveau président. Il s'agit de Alassane Bala Sakandé. Il a été élu à l'issue du 2e congrès extraordinaire du parti qui s'est refermé hier. Alassane Bala Sakandé remplace donc Simon Compaoré. Bala Sakandé a affirmé qu'il ne sera pas un président d'un groupe politique, mais plutôt un président au service de tous les militants du MPP. Fatih Sankara nous en dit plus. À la réception du fanion du MPP, Alassane Bala Sakandé a été acclamé par les congressistes. C'est l'un des actes forts de la clôture du 2e congrès extraordinaire du Parti du Soleil Levant. Le nouveau président du parti à la couleur orange dit mesurer pleinement l'ampleur de la mission qui lui a été confiée.
Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président au service de l'unité du MPP. Je serai le président au service de la cohésion du MPP. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect, de la considération et de l'inclusion. 3 valeurs qui fondent la vie en commun. Le second défi auquel je vous convie, c'est le pardon. Chacun aura sa place et son mot à dire dans notre projet commun de faire du MPP une famille politique plurielle, fraternelle et confiante en son avenir. Pour réussir sa mission, Alassane Bala Sakandé va s'appuyer sur ses prédécesseurs à qui il a rendu hommage. Je ne vais pas échouer parce que j'ai hérité le parti d'un doyen. J'ai 2 pieds. Il est allé pour s'asseoir. Je vais utiliser ces 2 pieds et j'aurai 4 pieds. Et quand vous voyez quelqu'un à genoux en train de marcher qui tombe, c'est qu'il y a un problème. Et donc lui, toujours à côté, les vice-présidents qui sont mes aînés, le bureau exécutif national, le bureau politique national, les militants du MPP, les sympathisants, avec l'accompagnement des Burkinabés, je suis convaincu que nous allons réussir. Pour Simon Compaoré, cette passation de charge a sonné l'heure de le revoir. Il y a des moments charnières dans la vie de chaque homme. Sont de ces moments ceux que je vis depuis l'ouverture de notre congrès, instance du parti chargé de porter la réflexion sur les fondamentaux de notre action politique et les questions essentielles de la vie de notre nation. Dans le déroulé de ma carrière politique, ces moments constituent assurément un des épisodes marquants. Voici venue l'heure de vous dire au revoir, de céder le Marocain de notre grand parti à un autre camarade qui, avec son équipe, viendra ajouter de la terre à la terre. Alassane Bala Sakandé va donc diriger le MPP pendant 3 ans, avec un bureau exécutif national de 95 membres et un bureau politique national de 1381 membres. La 11e édition du camp jeunesse de l'ODJ, l'organisation démocratique de la jeunesse, a refermé ses portes samedi dernier. Pendant 5 jours d'activité à Lumbila, dans le plateau central, les campeurs venus des différentes provinces du Burkina Faso se sont outillés grâce à 14 ateliers de formation. Fatih Sankara, précision. La présentation d'une pièce de théâtre dénonciatrice et interpellatrice et des prestations d'artistes ont mis fin à la 11e édition du camp jeunesse ODJ. Un camp qui a réuni plus de 500 jeunes des 13 régions du Burkina. Durant 5 jours, ces campeurs de l'ODJ se sont nourris l'esprit avec des formations professionnelles diversifiées. Au cours de cette 11e édition, plusieurs activités de formation et de sensibilisation ont été organisées. On peut citer une conférence sur réconciliation nationale du Burkina, enjeux politiques et perspectives pour la jeunesse populaire. Des vidéos-débats sur les expériences de lutte de libération nationale, le pillage des ressources minières, etc. En outre, 14 ateliers de formation professionnelle et civique animés par des professionnels du Centre de promotion de l'agriculture villageoise, CEPAVI, un centre rattaché au ministère des Ressources animales et halieutiques,
et des formateurs professionnels de la Croix-Rouge burkinabé, tout comme des formateurs militants de l'ODJ, ont assuré ces différentes formations dans les ateliers. Comme il fallait s'y attendre, les jeunes de l'ODJ, sans langue de bois, ont exprimé leur indignation face à la dégradation de la situation nationale. Les dénonciations ont visé plusieurs secteurs de la vie de la nation. L'aggravation de la vie chère et la paupérisation croissante inhérente des masses et surtout de la jeunesse populaire dont le quotidien se résume à la misère, au chômage chronique, à la soif, au manque d'emploi, le pillage organisé du foncier rural et urbain par les sociétés immobilières privées, avec la complicité d'élus locaux et de dirigeants du pouvoir MPP alliés, l'exacerbation de la crise sécuritaire avec l'escalade des attaques, notamment des attaques terroristes, notamment au Sahel, à l'est et au nord, et la perte du contrôle de l'État burkinabé sur des portions du territoire national. Hommage a une fois de plus été rendu aux militants de l'ODJ, Fahadou Sissé et Balima Ama, morts criblés de balles en mai 2019, alors qu'ils se rendaient à une réunion convoquée par les autorités provinciales du Yaga. Parlons à présent de la promotion immobilière. En effet, les promoteurs immobiliers rejettent toujours les réformes en cours de la loi 057 qui régit leur activité. Ils l'ont affirmé vendredi dernier au cours d'un café-débat organisé par le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme. C'était au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, en présence de notre journaliste Germaine Farama. Le café-débat est un cadre d'échange que le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme offre aux acteurs du foncier afin qu'ils décortiquent la question foncière à l'intention des citoyens souvent ignorants des contours du foncier. Cette fois-ci, c'était au tour des promoteurs immobiliers de faire découvrir leur domaine. Le promoteur immobilier, c'est celui qui détient un agrément, c'est celui qui mobilise les terres en allant sur un espace donné, s'entendent déjà avec des particuliers qui ont payé des espaces 2 hectares, 3 hectares et le reste, les propriétaires terriens. Ils s'entendent avec ces personnes-là pour faire des projets intégrés. Donc quand on dit qu'un promoteur immobilier dispose de 100 hectares, que son projet fait 100 hectares, que le peuple sache que dans ces 100 hectares, il y a probablement 40 hectares qui sont pour les particuliers. Et il y a le reste là, c'est ce qu'on appelle les propriétaires terriens. Encadrés par la loi 057, nous devons donc mobiliser le foncier. Et la loi encadre et la loi 034 vient en appui pour montrer comment effectivement on peut disposer du foncier parce que la loi 034 porte sur la réorganisation agraire des fonciers qui donne le titre de propriétaire terrien. Et après ça, nous faisons un travail de fond. Et c'est le travail à coût de centaines de millions et parfois à coût de milliards que nous déposons au niveau des collectivités territoriales et nous venons au ministère. Et quand on dépose un dossier pour approbation au ministère, les services techniques ont 15 jours. Le ministère a 15 jours, pour nous donner l'arrêté. Et en cas de refus, il doit motiver ça et nous notifier dans le même délai. Mais il y a des dossiers qui sont déposés depuis 2015, sans traitement. Cela veut dire que l'État ne respecte même pas ses propres décrets. Et ça pose problème. Le fait que l'État ne traite pas ces dossiers d'approbation, ça fait que les promoteurs ne passent pas la prochaine étape. Beaucoup de promoteurs n'arrivent pas à passer la prochaine étape qui est l'étape du titre foncier. Sur la question des réformes foncières en cours qui les opposent au gouvernement, les acteurs de l'immobilier pensent que ce sont des réformes qui visent à donner le monopole du foncier à l'État dans le dessein d'exproprier les particuliers. D'abord, si on prend la loi, il y a l'article 2 de la loi qui dénature l'activité de promotion immobilière. L'article 2 retire le foncier de la promotion immobilière. Alors que je vais demander à tout un chacun de juste cliquer sur Google, c'est quoi la promotion immobilière? Vous allez voir que la promotion immobilière, c'est cette activité-là qui consiste à aménager des terres, à viabiliser, à construire et aussi à mettre à la disposition des parcelles pour ceux qui veulent construire. C'est ça l'activité de promotion immobilière. Maintenant, retirer le foncier, c'est transformer cette activité en BTP. Et le BTP, ça existe déjà, on ne réinvente pas la roue. Deuxièmement, quand on va par exemple à l'article 63, on dit que les propriétaires terriens sont co-auteurs de l'infraction de l'article 63. Nous disons, nous sommes des enfants. Nous avons lu l'avant-projet. Nous comprenons, un enfant a l'obligation de dire non quand il s'agit donc d'aller dans le sens d'emprisonner ses grands-parents. Pourtant, les promoteurs immobiliers disent avoir proposé à l'État de l'accompagner dans son projet d'appurement du passif et de restructuration.
Les promoteurs immobiliers disent n'attendre du gouvernement que le respect de la loi 057 qui encadre déjà le domaine de la promotion immobilière. Nous voulons que la loi qui est déjà là, la loi 057 là, soit respectée, que l'État joue sa partition, que les promoteurs jouent leur partition, qu'on encadre les promoteurs pour qu'ils créent la chambre du promoteur immobilier. Et cette chambre-là va veiller à ce que les règles à l'intérieur soient respectées, parce que ça y va de leur crédibilité. Et nous voulons aussi qu'on nous permette de travailler, qu'on permette aux propriétaires terriens qui nous ont cédé leur terre d'avoir leur compensation, parce que c'est leur droit. Que les particuliers qui avaient les terres et qui ont fait partie du projet aient ce qui leur revient. Et l'autre partie qui reste, nous pouvons donc utiliser ça pour faire notre activité parce qu'on veut construire le pays. Et ici encore, nous proposons d'accompagner l'État. Les promoteurs immobiliers demandent une assise nationale sur la question foncière qui va réunir tous les acteurs concernés pour un débat franc. Les premiers responsables de Burkina Institute of Technology, basé à Koudougou, dans le centre-ouest, ont animé une conférence publique sur l'intelligence artificielle. Cette conférence qui s'est tenue à l'Institut de Koudougou avait pour thème défis et opportunités pour le Burkina Faso. Suivant ce reportage de Pakisba Mariam Ouetraouko. Étudiants, femmes et hommes d'affaires ont pris part à cette conférence publique sur l'importance de la digitalisation et l'intelligence artificielle dans un monde où la technologie avance à grands pas. Centraliser les données permet de gagner en temps selon Rodrigue Kaboré, directeur général de Burkina Institute of Technology, BIT. Dans la gestion des données, il faut déjà de l'organisation. Et tout ce que nous avons à gauche, à droite, nous avons une diversité de bases de données que nous n'arrivons pas à centraliser, qui pousse souvent à ce qu'on recommence des choses qui existent. Alors, l'idée de la digitalisation, c'est de mettre en place des plateformes spécifiques, des plateformes en fonction des différents services. L'intelligence artificielle facilite la gestion des ressources naturelles et réduit les consommations. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'abord on a des big data, on a des données qui sont là, et on fait de la programmation, de la conception de telle sorte qu'en fonction des entrées, les inputs, alors ça soit traité pour qu'on ait des sorties. Et parler d'intelligence artificielle, ça s'applique dans tous les domaines. On peut parler du domaine de l'agriculture, par exemple, pour parler du smart agriculture, l'agriculture avec des capteurs très intelligents pour pouvoir mieux gérer les ressources comme l'eau, et puis même la qualité des sols, les différentes ressources au niveau des sols. On peut parler de l'intelligence artificielle pour la gestion des énergies. Alors, vous voyez que souvent on oublie d'éteindre la lumière. Alors, il y a un processus qui peut être installé, qui va faciliter avec l'extinction sans une présence physique. Et tout cela, ça permet de réduire les consommations. L'Estonie est un modèle de développement dont le Burkina doit s'imprégner. Un pays qu'on pensait peut-être était en retard, comment on peut très très vite accélérer les choses et avoir un véritable impact sur la population. Aujourd'hui, l'Estonie est un leader dans le digital. Pratiquement tous leurs processus gouvernementaux sont digitalisés. Et tout cela s'est fait en 10-15 ans. Alors c'est un joli exemple comment, s'il y a la volonté, on peut vraiment achever des merveilleuses choses et avancer un pays entier. Burkina Institute of Technology a ouvert ses portes depuis 2018. Il propose plusieurs filières de formation. L'informatique, la filière génie électrique option énergie renouvelable et la filière génie mécanique avec les options agriculture et mine. Malgré la hausse des prix des denrées alimentaires, sachez qu'à Fadangourma, la cité de Diaba-Lompo, les fournitures scolaires le sont aussi. Et cela varie de 25 à 250 francs CFA. Notre correspondant sur place, Moussa Nyoli, a fait le tour de quelques librairies. Suivons ensemble son reportage. Le prix des fournitures scolaires connaît une hausse à Fadangourma. Une augmentation qui varie entre 25 et 250 francs CFA. Cette année, vraiment, les prix sont augmentés. Parce que si nous allons remarquer, l'année dernière, les cahiers de 100 pages, on vendait ça à 125. Mais pour ce qui est cette année, on vend ça à 150. Pour 200 pages, c'était 250. Cette année, c'est 300. Donc, au niveau des fournitures scolaires, les prix ont augmenté au niveau de là où nous on part acheter.
En tout cas, cette année-là, je suis partie. Moi-même, je ne voulais pas prendre les fournitures parce que moi, je suis partie pour trouver qu'on a trop augmenté les prix. La différence des prix est que les 200 pages petit format, l'année passée, on le prenait à 17 500, 18 000. Cette année, ils ont ramené ça à 20 500. Pour Atina Lankwande, cette hausse des prix est due peut-être ceux qui sont devant. Parce que peut-être là où eux aussi ils payent, peut-être là-bas il y a eu une hausse. Ce qui a fait que nous, là où on part prendre aussi, le prix est augmenté. Donc nous aussi on est obligé d'augmenter le prix. Cette légère hausse des prix des fournitures est diversement appréciée par les parents d'élèves. Les parents aussi se plaignent à notre niveau, ce qui fait qu'ils vont se promener de librairie en librairie pour demander les différents prix. Il y a certains parents qui, en tout cas, qui ne sont pas d'accord pour ces prix. Mais il y a certains parents et ils sont d'accord. Parce que vu l'état de notre pays, à peu près tout ça, les marchandises, les prix sont augmentés. Le PDG du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkungu, était sur le chantier de bitumage de l'axe Lomé-Palimé au Togo le vendredi 24 septembre dernier. Cette visite avait donc pour objectif de s'assurer de la bonne marche des travaux, mais aussi d'encourager les travailleurs sur le chantier. On en sait plus avec Soumaïla Rabo. Environ 50% des tâches ont été exécutées ce 24 septembre 2021 sur le chantier Lomé-Palimé. Le président directeur général d'Ebomaf, Mahamoudou Bonkungu, visite en personne tout le chantier de bout en bout pour s'assurer de son avancement. Un constat satisfaisant qu'a exprimé le premier responsable en encourageant les collaborateurs en pleine activité. À Akepe, la satisfaction des riverains est totale. Une situation fruit de la célérité des travaux au niveau du péage provisoire installé. Ici, les commerçantes redynamisent leurs activités grâce à la densité du trafic. Toujours dans sa politique de promotion de la jeune fille et de la femme, le président directeur général du groupe Ebomaf a échangé directement avec l'ensemble des ouvriers de sexe féminin sur le chantier. Félicitations et encouragements sont les adresses formulées par le PDG Mahamoudou Bonkungu à ces femmes. C'est autour de 18 h que cette visite de terrain a pris fin à la base 4 de Bagbe. Le PDG du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkungu, est satisfait à l'issue de sa visite. Écoutons Mahamoudou Bonkungu. Après une semaine consacrée donc, à la visite des chantiers Lomé-Palimé ici au Togo, je me suis rendu compte de l'évidence que le chantier avance bien, à la grande satisfaction des masses laborieuses, ce qui est un des objectifs fondamentaux du groupe Ebomaf. Il s'agit de satisfaire non seulement le gouvernement, mais surtout les masses. Faire du travail de qualité et déranger moins la population. J'ai constaté donc que mes équipes sur place s'en attellent et que le résultat est bon. Et en conclusion, c'est donc positif d'avance. Alassane Bala Sakande, le président de l'Assemblée nationale, a pris part aujourd'hui à l'ouverture de la deuxième session parlementaire du Niger. Dans son discours, il a réitéré ses félicitations à son homologue Seyni Oumarou pour son élection à la tête du Parlement nigérien et au président Mohamed Bazoum pour son élection à la magistrature suprême. Au centre de ce discours, la question de l'implication effective des parlementaires dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Pour relever ce défi sécuritaire, Alassane Bala Sakande a proposé que les parlementaires des deux pays mutualisent leurs actions et harmonisent leurs textes. Il a aussi exhorté les parlementaires à travailler à restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants, gage d'une
une démocratie efficiente. Il a salué par ailleurs la forte implication du Niger au sein du G5 Sahel et du comité interparlementaire du G5 Sahel. Sa présence à Niamey était une réponse à une invitation de son homologue nigérien Seini Oumarou. La ville de Kigali, capitale du Rwanda, a atteint un niveau de développement exponentiel 27 ans après le génocide perpétré en 1994. Ce développement est rendu possible grâce à l'union, à l'entente et la solidarité des fils et filles du pays. Cette ville a été choisie par la Fondation 225 pour récompenser les personnalités qui se sont distinguées des autres. Sur place, notre envoyé spécial Sibli Nakelse a interrogé quelques visiteurs ouest-africains. C'est une belle ville. Et hier, quand on a fait le tour pour visiter la ville, c'était magnifique. Et donc, nous prions Dieu que Dieu aussi nous donne tous les moyens nécessaires, disons, notre gouvernement, pour que le gouvernement aussi puisse construire notre ville, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, sur les premières capitales d'abord, comme le Rwanda. En tout cas, je félicite le gouvernement rwandais. En tout cas, ils ont fourni l'effort. Donc, c'est dans 20 ans seulement qu'ils ont pu construire leur pays. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont pu organiser à l'interne. Donc, en tout cas, je vais profiter de lancer un appel au gouvernement du Burkina Faso. Je le vois les choses. En tout cas, je prends l'exemple au niveau de Rwanda. Non, mais je suis impressionnée. Une très belle ville. Et vraiment, c'est un pays très émergent, bien travaillé. Je me croirais même en Europe. C'est vraiment un pays exemplaire. Les mots me manquent. Je ne m'attendais pas à voir vraiment un pays émergent. Le président de la République, je lui tire mon chapeau. Il a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de discipline ici et puis la volonté d'avancer. Quand j'ai commencé à faire le tour de la ville de Kigali, je me croyais en Europe. Je me croyais à Montréal. Je me croyais au Canada. Et cela dénote du sérieux de ce pays. Et je pense que le développement d'un pays passe d'abord par le développement de ses infrastructures routières. J'ai vu dans la ville de Kigali qu'il y a de très bonnes routes et qu'il y a beaucoup de routes. Cela est un indice de développement. Et sur un autre plan, je pense que la gestion de la cité est une chose très importante. Ils ont hérité d'un président au lendemain du génocide qui a pu joindre le nécessaire aux besoins et nous voyons aujourd'hui le résultat. Page sport de ce journal, Iron Bibi, à l'état civil, Cheikh Al-Hassan Sanou a reçu les clés de sa villa de type F4 ce matin. Le gouvernement burkinabé a donc respecté sa promesse. Mais avant cela, Iron Bibi a reçu un accueil triomphal samedi dernier à Bobo-Dioulasso, sa ville natale. Écoutons l'homme le plus fort du monde ou encore le strongman burkinabé au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio qui était sur place à Bobo-Dioulasso. Donc vraiment merci infiniment, surtout avec la perte de mon papa et voir toute cette foule, c'est une bénédiction. Que Dieu continue de bénir vraiment notre terre.
succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. C'est avec cette citation de Maya Angelou, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à cette édition du soir, que j'ai pris du plaisir d'ailleurs à vous le présenter. À 19h45, Solange Sawadogo vous retrouve pour le journal La Langue Nationale Morée. Très bonne suite de programme à toutes et à tous sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.